Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde de cette semaine de la mêlée. Le thème d'aujourd'hui et de la présence aussi de tous nos invités, ça sera la reconversion professionnelle dans les métiers de la tech. Alors effectivement, c'est un sujet d'autant plus d'actualité en ce moment. Je crois que si on regarde un petit peu les chiffres, on tourne aujourd'hui et on annonce à peu près 80 000 postes dans les métiers du numérique. Et en fait, on en prévoit 190 000 dans l'année 2022. Donc voilà, on a beaucoup d'enjeux pour couvrir et répondre à toutes ces demandes qui sont exponentielles. On a aussi une actualité riche avec la crise et le confinement et le Covid, avec potentiellement énormément de personnes qui se posent des questions sur voilà, peut-être un bon moment pour un changement de vie ou de nouvelles opportunités. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on se réunit pour parler justement de ce projet de reconversion. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et puis alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir ici beaucoup de solutions, beaucoup de projets, beaucoup de réponses à des questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas aussi à préparer les questions dans la salle, hein. On pourra ouvrir les micros en fin de présentation. Et puis au niveau du chat, on vous invite aussi à poser vos questions puisqu'on nous les fera passer pour que chacun des invités, des intervenants aujourd'hui puisse y répondre. Donc je vais tout de suite lancer et passer la parole à chacun de mes invités qui sont là aujourd'hui avec nous pour démarrer justement avec peut-être poser le cadre déjà avec une personne de la région. Oui, donc Laure Soula, au niveau de la région Occitanie, à la direction emploi-formation. Effectivement, je pose le cadre. Donc le cadre, c'est les enjeux et les publics. Alors, les enjeux de la reconversion professionnelle, j'en mettrai deux, le volet formation et le volet orientation. Et ensuite, en termes de public, la reconversion, ça va s'adresser autant aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi. Alors, si on part sur le public salarié, effectivement, le public salarié peut se former pour changer de métier. Quand on est encore en poste, la formation, elle va passer par un financement plutôt via le compte personnel de formation qui est crédité aujourd'hui en euros et qui avant était crédité en heures. Avant d'entrer dans une formation, on peut se dire effectivement pour mettre à plat un petit peu ses compétences et son appétence à aller vers le numérique, qu'on peut faire un bilan de compétences avant de choisir les formations vers lesquelles on voudrait se diriger. En termes de formation pour les demandeurs d'emploi, je prends bien les deux statuts différents parce qu'on a des solutions différentes et des financements différents forcément. En termes de formation pour les demandeurs d'emploi, il y a le programme régional de formation. Donc c'est aujourd'hui 1800 places qui sont financées dans le secteur du numérique par la région. Alors dans le numérique au sens global, il y a des formations qui vont du bac+2 au bac+5, on peut être développeur, on peut être expert en cybersécu, on peut être technicien en réseau. On peut aller vers la data, vers l'IA, il y a plein de thématiques différentes. Et ensuite, on se dit, effectivement, reconversion, oui, mais comment est-ce que je peux savoir si ces métiers m'intéressent, finalement? Donc, il y a tout ce volet, orientation, image métier. Et là, il y a effectivement les maisons de l'orientation qui peuvent vous accueillir sur Toulouse et sur Montpellier. Et je fais la promo pour la semaine prochaine, il y a le salon de TAF. Le salon de TAF, c'est le salon Travail Avenir Formation qui est organisé par la région et Pôle emploi, qui va se tenir mercredi et jeudi prochain au MIT à Auxonne. Vous aurez un village numérique où il y aura des organismes de formation qui justement présenteront toutes les formations accessibles. Il y aura des démonstrations métiers, il y a une table ronde sur les métiers du numérique et il y a des entreprises qui recrutent. Donc c'est assez intéressant voilà, de s'informer sur ces métiers. Il y a aussi des actions de promotion des métiers parce qu'on est bien sur l'attractivité de ces métiers, faire découvrir, venez un peu comme vous êtes, parce que les métiers du numérique sont ouverts à tous, pour lutter aussi contre peut-être des stéréotypes sur le métier de développeur. Si je ne suis pas bon en maths, j'y vais pas. Non, parce que on peut être développeur plus avec des compétences en termes de logique, par exemple. Et ensuite, pour qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié, il y a aussi une autre issue qui est créer sa propre entreprise. Et dans ce cas-là, il y a des aides, des accompagnements aussi au niveau de la région, au niveau de la création d'entreprises. Je ne serai pas plus longue. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, on voit qu'il y a déjà deux types de publics qui sont référencés et qui sont potentiellement intéressés par ces reconversions.
On a parlé des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés. Donc là, on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail et je vais passer la main à une personne de l'APEC, Madame Sora, qui va nous expliquer voilà, justement comment est-ce qu'on peut, en tant que salarié, se renseigner et sécuriser sa démarche pour être sûr de s'orienter ou de se renseigner sur des métiers qui, effectivement, seront au bout de la formation accessible. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Corinne Sora, je suis en charge de la relation entreprise pour une partie de l'Occitanie à l'APEC. L'APEC, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres. Donc effectivement, je reprends le contexte un petit peu global de cette reconversion, puisque depuis 2014 maintenant, effectivement, l'enjeu est de développer la mobilité dans l'entreprise, mais également quand on est en dehors de l'entreprise, et surtout de faire que les trajectoires professionnelles soient les plus sécurisées possibles. Donc on a vu plusieurs, depuis 2014, plusieurs dispositifs qui sont arrivés et qui certains ont existé déjà mais ont été modifiés dans le but de permettre effectivement à tous les actifs, alors qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, certains dispositifs sont vraiment accessibles qu'aux actifs salariés, d'autres sont plutôt effectivement accessibles aux actifs demandeurs d'emploi. Donc moi, je vais plutôt me centrer sur les actifs salariés puisqu'on aura l'intervention de Pôle emploi sur ce public un peu plus spécifiquement, qui permettent de pouvoir poser sa réflexion, réfléchir à son projet, avoir une vision plutôt claire du marché de l'emploi et surtout de pouvoir réfléchir à un projet qui soit conforme à la réalité d'un marché, d'un bassin d'emploi, de ses compétences également transférables et de ses aspirations. Donc il y a un premier dispositif qui a vu jour en 2014 qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui est gratuit, qui est accessible à tous les actifs, salariés ou non, indépendants, professions libérales, et qui permet de taper à la porte de 5 opérateurs qui ont été nommés pour 4 opérateurs. Ce sont des opérateurs qu'on appelle légaux, qui existent depuis 2014, et depuis 2018, un opérateur qui est le réseau EVA, qui est effectivement avec un organisme qui chapeaute, qui est France Compétences, et qui effectivement sont là pour délivrer 2 niveaux de conseil qui permettent à la fois de se repérer sur le marché de l'emploi et deuxième niveau de conseil, de poser une problématique de projet et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre de ce projet professionnel. Donc ça, c'est un dispositif qui est ouvert à tous, qui est en principe pour les salariés hors temps de travail et qui permet de sécuriser une réflexion en lien avec un objectif professionnel. D'autres dispositifs existent qui sont portés par principalement donc, un organisme qui s'appelle Transition Pro Occitanie, qui est l'ancien fonds GESIF, peut-être que c'est un nom qui parle un petit peu plus, et qui existe depuis 2019, on va dire, pour 2 principaux, qui sont le projet de transition professionnelle, donc c'est le CPF de transition professionnelle, qui a pour vocation effectivement d'accompagner des projets en lien avec des changements de métier. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la reconversion, donc bénéficier d'un congé particulier quand on est salarié et d'un financement dédié à son projet de formation, à condition qu'on aille vers une certification. Donc il y a vraiment cette logique de qualification ou de certification au bout de la démarche. Il y a un autre dispositif également qui s'appelle le CEP démissionnaire, qui est plutôt lié qui a été mis en place par le gouvernement Macron depuis novembre 2019 et qui permet de pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi en démissionnant, mais en ayant quand même un projet avec un caractère réel et sérieux. Donc c'est toute une démarche qu'il faut faire quand on est encore dans l'entreprise. Donc il faut faire effectivement très attention à différents délais qui sont à respecter et qui permet de pouvoir, en ayant un projet de reconversion ou de création d'entreprise, de pouvoir faire son projet en ayant l'appui effectivement de l'allocation de retour à l'emploi. Donc 3 dispositifs clés pour résumer. Le conseil en évolution professionnelle, c'est plutôt du conseil pour accompagner un projet de réflexion professionnelle. Et 2 dispositifs qui permettent de financer, d'accompagner également à ce moment-là la mise en œuvre du projet de formation qui engage une reconversion ou une création d'entreprise. Voilà, donc juste une source d'information. Donc vous avez le site de Transition Pro Occitanie qui permet de repérer. Vous avez également sur chaque opérateur légaux, CEP, donc l'APEC pour l'emploi, les missions locales, le réseau EVA et les Cap Emploi. Vous aurez également donc des informations et le site aussi du Cariforef, dans lequel on a un portail dans lequel il y a des fiches techniques à la fois pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, Ok, merci pour ce décryptage. Voilà, surtout, n'hésitez pas après à aller vous-même vous renseigner sur les différents sites ou sur les différents salons qui arrivent ou qui sont présents en ce moment. Voilà. L'idée, c'est vraiment de comprendre que même aujourd'hui, en tant que salarié, on peut commencer à sereinement se renseigner, voir ce qui existe et
et travailler sa reconversion dans la douceur pour être sûr d'être, je redis ce terme, serein dans sa reconversion. Je vais passer la parole à Monsieur Leverger, qui représente aujourd'hui la French Tech, parce qu'on va avoir là un exemple un peu plus concret sur la région, hein, avec des viviers qui sont sur des secteurs comme l'aéronautique et le tourisme, qui sont des métiers en repli, et sur lesquels potentiellement il y a énormément de reconversions à assurer. Donc on va avoir des exemples sur Toulouse avec la French Tech, et donc je vous donne la parole, Monsieur Leverger. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre de la French Tech, on a imaginé pendant la crise sanitaire un dispositif qui permettra aux salariés du monde non-tech une reconversion dans l'environnement de la tech. On a imaginé ce projet au travers d'une plateforme qui s'appelle Tech Transition, et qui aura pour vocation d'orienter les salariés dans la compréhension de ce que c'est qu'un métier de la tech, et puis de pouvoir carrément passer à l'action. C'est un programme Tech Transition qui est financé donc par la mission French Tech, par la région et par Toulouse Métropole. Et c'est un programme qui est en observation pour la mission French Tech. C'est un programme que nous avons imaginé, nous, à Toulouse, mais qui, dans un volet, on va dire, secondaire, a vocation à être repris au niveau français, dans le cadre du programme Transition collective. Cette plateforme, on l'imaginait en 2 temps. Donc, elle prendra la forme d'un site web et d'une appli. Elle devrait être live, on va dire, à la fin du premier trimestre 2022 et complètement aboutie à la fin du 2e trimestre. Et c'est une plateforme qui a 2 volets. Le premier volet a pour vocation pour donc les personnes, notamment dans le cadre d'un PSE, de pouvoir se renseigner en fait sur ce qu'est vraiment intégrer la tech. Et quand on parle de tech, on parle d'entreprises innovantes, pas uniquement de start-up, hein. Donc le premier volet, c'est vraiment de leur donner toutes les clés pour la compréhension de ce que c'est que de travailler aujourd'hui dans l'environnement de la tech. Donc à la fois par des questionnaires et des parcours pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour savoir si finalement on a le profil ou on souhaite réellement intégrer ce type de job. Puis des parcours en vidéo de gens qui se sont reconvertis pour vraiment essayer de toucher du doigt ce qu'est la réalité en fait d'un job dans la tech et parfois dans des entreprises qui sont vraiment de plus petite taille que celles que les gens peuvent connaître aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. C'est est-ce que je suis fait finalement pour intégrer ce type d'entreprise, ce type de métier, ce type d'environnement ? Et puis dans un deuxième temps après, si la réponse est positive, c'est comment je fais, comment je passe à l'acte. Donc là, en partenariat effectivement avec tous les gens qui sont ici autour de la table, la vocation, ça sera de leur donner toutes les clés et d'en faire vraiment un point d'entrée unique pour qu'on puisse passer à l'acte avec des prises de rendez-vous, avec des webinars, avec des sessions de coaching. Enfin voilà, il y aura un certain nombre de choses pour être vraiment très concret. L'objectif, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment de faciliter. Nous, on est French Tech, on n'a pas vocation à opérer, entre guillemets, tous ces parcours-là, mais au contraire, on est plutôt un catalyseur. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens qui viennent de ce monde-là à comprendre ce que c'est, et après de choisir. Et finalement, travailler dans la tech aujourd'hui, il y a 3 options possibles, hein. Soit on devient entrepreneur, soit on intègre une entreprise de la tech en tant que salarié, soit on s'associe avec des dirigeants. Et donc tout ça, c'est ce qu'on souhaite expliquer le plus clairement possible pour que les gens, d'abord on les motive, hein. Notre objectif, c'est 150 reconversions au travers de la plateforme sur la première année. Donc c'est vraiment essayer de motiver les gens d'intégrer cet univers-là qui, lui, est en développement et qui, en plus de ça, recherche, et on en parlera, je pense, après, mais des gens qui viennent, entre guillemets, d'un autre univers, parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Dans un environnement tech, on a plein de qualités, mais on a aussi plein de défauts. Ok, merci pour cette présentation de cette plateforme Tech Transition. Juste, je reviens sur la présentation de Corinne tout à l'heure, parce qu'on avait une question qui est arrivée en live sur l'ancienneté qu'il fallait avoir pour pouvoir bénéficier du CEP. Donc, juste si vous pouvez répondre à cette question-là, oui, avant de passer 5 années. 5 ans, c'est ça, oui. Voilà. Donc 5 ans pour pouvoir bénéficier de ce CEP. D'accord. Alors, on a parlé de ceux qui étaient, donc des différents profils, hein, ceux qui étaient en poste avec un accompagnement sur les salariés avec la PEC. On va donner la parole maintenant à Madame Alquier de Pôle emploi, qui va nous parler de l'atelier Pass Aéro pour justement faire ce focus pour les demandeurs d'emploi qui voudraient aussi bénéficier et se renseigner sur une reconversion potentielle. Bonjour à tous.
Donc Magali Elquier du Pôle emploi de Blagnac. Donc nous sommes là aujourd'hui invités, merci à l'Amélie donc de cette invitation. Donc pour vous parler effectivement du dispositif de parcours passerelle aéronautique qui a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Donc Pôle emploi a voulu rebondir effectivement dans le cadre de la crise sanitaire qui a été vraiment impactée sur le secteur aéronautique. Et donc nous avons proposé aux demandeurs d'emploi qui ont été victimes donc du coup de la crise économique dans ce secteur de pouvoir rebondir et de proposer d'être intégrés dans ce dispositif pour pouvoir se reconvertir ou garder ses compétences professionnelles vers d'autres industries un peu plus porteuses au vu donc de l'activité économique qui a été donc impactée sur le secteur aéronautique. Donc ce parcours passerelle aéro, donc il est tout neuf, hein, il a été lancé pour la première fois au mois de février 2021. Donc nous pour l'emploi Blagnac avons été donc les précurseurs sur nos demandeurs d'emploi pour expérimenter ce dispositif. Donc c'est un parcours qui démarre par un atelier sectoriel pour faire un peu un état des lieux du marché du travail de l'industrie au sens large sur notre bassin d'emploi. Donc leur présenter les offres d'emploi, les opportunités, les compétences qu'ils ont acquises dans le secteur aéronautique et dans l'industrie, qui pourraient transférer donc sur d'autres secteurs d'activité plus porteurs, dont le numérique, dont l'industrie automobile, mécanique, vraiment toutes les industries sur lesquelles donc il y a eu moins d'impact économique que sur l'aéronautique, et ensuite donc pouvoir rebondir pour pouvoir garder les compétences et derrière via des passerelles comme la formation, comme des accompagnements spécifiques, des accompagnements comme Active Emploi que l'on a mis en place spécifiquement pour les profils aéronautiques. Donc les partenaires avec qui on a travaillé donc sont issus de ce secteur et donc connaissent les compétences transférables vers d'autres industries. Donc on a travaillé en collaboration donc du coup avec ces partenaires pour pouvoir accompagner au mieux les demandeurs d'emploi issus de l'aéro pour aller vers d'autres industries. Donc aujourd'hui, mois de septembre, l'activité repart sur le domaine aéronautique, certes de façon très prudente, mais elle repart au niveau des volumes d'offres qui ont été déposés depuis le mois de septembre. On continue à mettre en place cette passerelle parce que la fragilité des entreprises, le prévisionnel des entreprises de recrutement reste encore très très incertain. Mais dans tous les cas, dans ce parcours passerelle, il y est développé dans chaque agence Pôle emploi. Donc vous avez des référents secteur aéronautique et industrie dans chaque agence vers lesquels vous pouvez vous orienter si vous êtes issu de ce secteur, qui peuvent donc vous inscrire sur ces parcours passerelles. Donc il y a un atelier par mois qui dure à peu près 2 heures où vous avez la présentation donc de l'état des lieux du marché du travail, du bouquet de services que Pôle emploi propose dans le cadre de ce dispositif, que ce soit des ateliers d'accompagnement, des regards croisés aussi avec nos psychologues du travail, des évaluations de compétences et capacités professionnelles sur le métier sur lequel vous étiez et sur lequel vous souhaiteriez vous orienter. C'est vraiment un parcours à la carte. Donc pour les demandeurs d'emploi, c'est très confort dans le sens où pour les personnes qui ont été forcées, contraintes de se réorienter au vu de l'activité de l'aéro, vous pouvez conserver vos compétences et savoir un petit peu vers quel autre métier vous pouvez vous orienter via ce dispositif. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur cet accompagnement, vous vous rapprochez d'un conseiller référent et derrière qui pourra vous inscrire sur cet atelier. Est-ce que vous aviez peut-être des exemples de partenaires aussi à nous citer Alors, c'est des partenaires d'accompagnement ou de centres de formation. Hein. Donc, on a Vidéotracar, on a l'IMCA, on a l'ORT. Ça dépend d'où dépend le Pôle emploi, le conseiller référent et aussi le demandeur d'emploi, qui va orienter le partenaire qui est proche du domicile du demandeur d'emploi. Voilà. On a aussi des organismes de formation qui ont participé donc à la construction de ce dispositif. Donc on a de Richebourg, on a l'AFPA bien sûr. Nous avons également donc le Greta, nous avons IFI Peinture aussi. Voilà, c'est des organismes de formation avec lesquels on travaille au fil de l'eau dans le domaine de l'industrie et qui ont su aussi rebondir et être à l'écoute des demandeurs d'emploi pour pouvoir les accompagner sur cette transition collective. Ok, très bien, merci.
Nouvel exemple là sur les possibilités et les différents acteurs qui vont accompagner toute la période de transition. On va parler là des exemples de formation avec une école qui est présente aujourd'hui avec Madame Olmos. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laetitia et je suis directrice régionale France de la Wild Code School. Donc la Wild Code School, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme de formation, une école qui a été créée en 2014 par Anna Stepanov et Romain Coeur et qui a pour vocation à faire des formations sur les métiers numériques les plus demandés sur le marché. On parle notamment des métiers de développement web, comme Madame Soula l'évoquait tout à l'heure, ou du métier de data analyst qui est aussi en forte évolution. Et du coup, à la Wild Code School, on a une spécificité qui est basée sur une pédagogie assez innovante qui va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, ça va être l'apprentissage par la pratique. Donc 80% de nos formations tournent autour de la pratique. Et on travaille notamment avec des projets qui sont des projets réels avec de vrais clients, avec plus de 1000 entreprises partenaires aujourd'hui. Il va y avoir aussi un accompagnement individualisé vers l'emploi. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment faire des ateliers pour préparer donc, les demandeurs d'emploi à derrière aller chercher un premier stage, une alternance, un premier job dans le métier du numérique. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de retour à l'emploi de plus de 84% sur la France entière. Je crois qu'on a un petit peu plus en Occitanie. Et le troisième pilier, ça va être toute la communauté, donc la communauté des wilders, comme on les appelle, donc c'est tous nos apprenants. Aujourd'hui, on a plus de 600 élèves en cours de formation sur ces métiers-là de développement web et de data analyse, et on a plus de 4000 alumni à travers toute l'Europe. C'est une communauté qui reste du coup très soudée et très connectée, même après la formation. L'important dans nos formations, c'est surtout d'apprendre à apprendre. Dans les métiers du numérique, c'est hyper important de toujours monter en compétences parce que ça ne s'arrête jamais, ça évolue, ça change beaucoup. Donc on apprend aux élèves à être autonomes dans leur montée en compétences futures et à aller toujours s'adapter aux besoins du marché sur ces métiers-là. Voilà, donc nos élèves aujourd'hui, les profils de nos élèves, c'est des personnes essentiellement en reconversion. Donc la moyenne d'âge, c'est 30 ans, mais au global, on a des élèves qui arrivent juste après le bac et qui ne veulent pas faire d'études longues, ils vont se tourner vers des cursus comme le nôtre. Et on a des personnes, les personnes les plus âgées qu'on a eues dans nos formations, c'est autour de 57-58 ans. Donc on a vraiment un panel très divers de personnes qui viennent chez nous et qui cherchent soit une reconversion totale, donc à changer complètement de métier, soit une reconversion un peu plus partielle en venant chercher des compétences complémentaires par rapport à ce qu'elles savent déjà. Et du coup, pour rebondir sur les dispositifs qui ont été évoqués, toutes nos formations donc, ont un titre à la clé, donc une certification, et permettent en effet de mobiliser le CPF, de passer par un transition pro par exemple, et potentiellement d'avoir des accompagnements complémentaires de la part de Pôle emploi. Du coup, ça peut être par exemple quelqu'un qui est responsable marketing et qui veut se former à la data analyse pour vraiment être capable d'analyser les données d'une campagne marketing, ou ça peut être un juriste par exemple qui veut complètement changer de voie et venir dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, donc, on travaille avec plus de 1000 entreprises partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure, et on travaille sur différentes formes, puisque les entreprises sont vraiment au cœur de la formation de nos élèves. On va travailler par exemple sur des hackathons d'envergure assez importante. On a travaillé avec Doctolib ou Fiverr par exemple sur des hackathons européens. Et après, il va y avoir des partenariats plutôt liés autour d'événements, comme des talks ou des tables rondes, comme on est en train de faire là aujourd'hui, sur des thématiques assez spécifiques qu'on va faire sur les campus ou qu'on va faire directement en ligne. Il peut y avoir aussi des partenariats plutôt liés autour du recrutement, justement, de nos élèves pour des stages, des alternances ou des jobs après la formation. Donc là, on va travailler avec plein d'ESN nationales comme Appseed, OnePoint et d'autres, mais aussi des réseaux comme le réseau Pépite, qui est plus un incubateur et qui va permettre justement d'accompagner des structures. On peut travailler avec eux sur notamment des projets clients. Et enfin, donc, on peut aussi également travailler sur de la formation directement des équipes de nos entreprises partenaires, comme par exemple Deutsche Telekom, avec lesquelles on travaille beaucoup en Allemagne. Voilà, donc pour résumer, la Wild Code School, c'est une école qui propose des formations très professionnalisantes sur les métiers du numérique, notamment développeurs web, développeuses web, puisque toutes les femmes aussi sont bien sûr les bienvenues dans nos formations,
Aujourd'hui, on arrive à avoir entre 20 et 30% de femmes, donc c'est déjà bien, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Voilà, et sur des formations qui se font soit sur l'un de nos 15 campus, soit à distance, soit directement en entreprise chez nos partenaires aujourd'hui. Si on rebondit justement sur cette formation de développeur web, là, il me semblait que voilà, sur des cycles assez courts de 5 mois, ou je crois une alternance d'1 an, il y avait sur Toulouse un retour d'expérience de 5 ans, c'est ça Voilà, donc sur Toulouse aujourd'hui, ça fait 5 années en effet qu'on est ouvert. On est à la 11e ou 12e promotion là sur septembre qui vient de rentrer. Nos formations, c'est des formations de 5 mois en continu. Il y a aussi des formats part-time, plutôt sur de la formation à distance. Et derrière, il est toujours possible, après un premier socle, on va dire, de 5 mois, soit en développement web, soit en data analyse, de continuer sur de l'alternance qui se fait sur un rythme d'1 semaine par mois en formation et 3 semaines par mois en entreprise pour aller encore plus loin sur des titres plus élevés. Très bien, merci beaucoup. Pour finir ce premier round, on va dire, de tour de table, là, on a invité une personne de la SNCF, donc Monsieur Roy, qui a un projet très intéressant de restructuration et de mutation à l'intérieur même de la structure pour justement profiter des talents qui étaient déjà dans la société et de voir comment les réorienter vers des nouveaux besoins. Je vous laisse la parole, Monsieur Roy. Oui, bonjour Xavier Roy. Donc, j'ai entre autres la responsabilité d'un programme que je vais vous présenter qui s'appelle Solidarité numérique. Et donc, juste pour commencer, il faut savoir que chez SNCF, l'humain, c'est l'une des 4 lignes de force de l'entreprise. Et ça se matérialise, entre autres, par un programme qui s'appelle Solidarité Emploi, qui vise à faire en sorte que la mobilité et l'emploi puissent se faire entre toutes les sociétés de l'entreprise. L'objectif, c'est d'anticiper les évolutions des différents métiers. Et donc, la reconversion, c'est vraiment un axe fort pour permettre à nos agents d'acquérir de nouvelles compétences sur de nouveaux postes. La reconversion, entre autres, vers le numérique, c'est quelque chose d'essentiel. Le numérique, aujourd'hui, c'est indispensable pour toutes les entreprises. Chez nous, c'est en particulier indispensable pour faire rouler des trains. Et donc, c'est comme ça qu'on a donné naissance à un programme qui s'appelle Solidarité numérique. Je vais vous donner quelques exemples de reconversions qui ont été réalisées. On a, par exemple, eu tout un chantier de reconversion vers le métier de support applicatif. Ça a donné l'occasion de pouvoir créer des postes sur Lille et Bordeaux. Un deuxième chantier majeur qui nous occupe et dont on vient de parler, c'est la reconversion vers les métiers de développement. L'objectif aujourd'hui qu'on s'est fixé sur ce chantier-là, c'est d'arriver à pouvoir former 300 collaborateurs et collaboratrices sur les métiers du développement, avec un certain nombre de principes clés que je vais vous exposer. Donc déjà au préalable, il faut savoir que c'est un marché qui est en tension et c'est vraiment difficile aujourd'hui de trouver des développeurs et des développeuses. Et donc, pour adresser au sein de Solidarité numérique ce chantier de reconversion vers les métiers du développement, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on travaille avec les DSI. Les DSI, chez nous, elles sont implantées sur différents sites. Et donc, à partir de leurs besoins, on va travailler avec des acteurs locaux, comme les ressources humaines, comme les organismes de formation, voire même des entreprises de services numériques qui sont référencées chez nous, pour accompagner la reconversion vers ce métier-là. Deuxième point important, l'objectif, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs et nos collaboratrices puissent être formés sur des technologies d'avenir. Donc, entre autres, on travaille avec les organismes de formation pour faire en sorte que les langages qui vont être choisis permettent à ces collaborateurs d'être formés sur des langages d'avenir. Et on va même un peu plus loin que ça. En fait, le marché aujourd'hui sur le développement est en train de se structurer sur d'autres outils et on va les former également sur ce qu'on appelle les plateformes low-code. On fait peu de code. L'objectif étant à chaque fois de leur faire obtenir une formation diplômante, en effet des formations diplômantes Bac+2, de façon à ce qu'on puisse garantir leur employabilité et que leurs diplômes et leurs compétences soient reconnus au niveau de l'entreprise, et des certifications complémentaires. Un autre point important que je voulais préciser, c'est que ce métier-là n'est pas réservé en effet qu'aux hommes. Et en fait, on souhaiterait profiter de ces programmes de reconversion pour attirer également plus de femmes, pour féminiser la profession et faire en sorte qu'on ait plus de développeuses avec nous sur ces sujets-là. Enfin, je vais vous donner aussi un peu quelques principes sur la méthode qu'on utilise pour assurer ces reconversions. Ces reconversions, on va les faire pas à pas. Donc on s'est fixé un objectif d'arriver sur 300
agents formés sur ce métier-là, mais l'objectif principal, c'est de garantir la réussite de ces agents. Et donc, on fonctionne pas à pas, c'est-à-dire qu'on lance des promotions de 15, on capitalise, on voit ce que ça donne en termes de formation, en termes de méthode pédagogique. On a fait du stage, on va faire de l'alternance, et tout cela nous permet ensuite de généraliser, d'avoir des retours d'expérience et d'envoyer des promotions supplémentaires. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple que je vais vous citer, qui est sur des volumes un peu moins importants, mais qui montre en fait et qui témoigne de notre volonté d'assurer des reconversions sur différents métiers. On a également fait quelques reconversions vers les métiers de product owner, chef de produit en français. On fait également maintenant des reconversions vers un autre profil qui s'appelle UX designer. Et puis on a réussi à faire des reconversions vers un métier qui est vraiment indispensable. C'est le métier d'auditeur en accessibilité numérique. Notre objectif étant de faire des produits numériques qui soient beaux mais aussi accessibles à tous. Voilà 3 exemples en tout cas de reconversions qui ont été réalisées au titre de solidarité numérique. Alors, ce qui vraiment aujourd'hui nous anime dans toutes ces reconversions, c'est aussi de faire en sorte de conserver nos talents et de faire en sorte que ces talents, on puisse les réorienter vers des métiers d'avenir. Ok, merci beaucoup Xavier. J'avais une autre question qui arrive sur les réseaux. Alors, je ne sais pas qui pourra se positionner sur cette thématique. Est-il possible de tester plusieurs métiers de la tech par des ateliers pratiques afin de décider si l'on aura reconversion ou pas? Alors là, je ne sais pas qui peut se positionner. Je veux bien juste commencer et prendre la parole juste une petite minute. Justement, quand une personne est en reconversion, elle a parfois pas mal de doutes sur le métier qu'elle va faire. Donc j'imagine qu'il y a des ateliers déjà à Pôle emploi, ça c'est sûr. Mais sur notre site internet, donc wildcodeschool.fr, on propose des cours préparatoires d'une dizaine d'heures qui permettent de tester justement le métier de développeur web, le métier de data analyst, et de voir si sur les premiers exercices, est-ce que c'est quelque chose qui plaît moins, d'aller tester ces métiers-là, par exemple. Oui, est-ce que je veux bien compléter. Nous, ce qu'on met aussi en place, c'est des vies ma vie. C'est-à-dire qu'on a en effet des développeurs aujourd'hui qui maîtrisent ces compétences-là et qui vont accueillir des candidats potentiels qui sont intéressés juste pour découvrir. Et pendant une demi-journée, par exemple, ils vont être assis à côté d'un développeur pour voir ce que c'est concrètement le métier de développeur. Voilà. Et une dernière chose pour rebondir, on fait aussi des initiations au code, par exemple, qui permettent justement de tester ce métier-là. Il y en a d'ailleurs une à 14h en ligne sur l'événement actuel de la mêlée. Magali, vous vouliez aussi... Oui, merci. Donc, voilà, en complément effectivement de ce qui s'est dit. Donc, nous, sur le Pôle emploi, on a effectivement des prestations, des ateliers qui sont mis à disposition des demandeurs d'emploi pour justement se tester ou évaluer des métiers avant de se projeter sur une formation ou une reconversion professionnelle. Donc, on a des périodes de mise en situation en milieu professionnel. C'est des conventions de stage que met en place le Pôle emploi, mais aussi d'autres partenaires comme la mission locale pour les jeunes, qui permettent donc d'avoir une immersion à 100% dans une entreprise pour tester le métier, être en situation, donc avec un tuteur. Donc la période d'immersion peut se faire donc d'une journée à une semaine, à maximum 150 heures, en fonction du projet professionnel et du type de métier à évaluer. Donc là, c'est tout simple à mettre en place. Il suffit de se rapprocher de son conseiller et de son agence locale pour pouvoir récupérer la convention. Et après, donc, le Pôle emploi, avec le service entreprise, prend contact avec l'entreprise pour lui expliquer comment va se dérouler la convention, comment ça se passe au niveau réglementaire, etc. Voilà, donc cette période d'immersion est très, très utilisée pour des validations de projets ou voire même préalable à des recrutements, parce que ça permet à l'entreprise comme aux demandeurs d'emploi de voir un petit peu les conditions de travail, de voir aussi le climat de l'entreprise, si l'environnement, l'équipe en place pourrait convenir à l'entreprise, aux demandeurs d'emploi, pardon, et vice-versa, donc par rapport à l'entreprise, voir comment se positionne le candidat. Également, nous avons donc des évaluations de capacité et compétences professionnelles qui sont mis en place par notre partenaire, notamment pour la partie industrie et aussi sur des métiers de la tech, donc qui est Scope Training, basé sur la zone de Francazal, l'aéroport d'affaires à Cugnot, avec qui on travaille donc sur des métiers à la carte en lien avec l'industrie, donc notamment aéronautique, mais aussi sur des métiers du numérique qui sont rattachés.
Donc là, pareil, c'est des évaluations qui durent sur des demi-journées en fonction du métier visé ou sur lequel vous souhaitez être évalué. Donc c'est des évaluations et des compétences très très poussées qui sont évaluées. Donc ça, c'est une prestation pareil à la carte mise en place par Pôle emploi. Et une dernière aussi importante à mettre en valeur, donc c'est la MRS, la méthode de recrutement par simulation, qui est donc une plateforme de vocation professionnelle qui est située à la Beige, avec des ateliers et des cas pratiques où vous êtes mis en fait en situation sur le métier, sur des ateliers avec l'évaluation en fait surtout des habiletés manuelles. Le CV n'est pas pris en compte. Les entreprises mettent en place ce type de parcours dans le cadre de leur recrutement pour pouvoir évaluer les compétences du demandeur d'emploi au-delà de ce qu'il a fait comme parcours professionnel ou d'études. Voilà. Donc il y a vraiment un panel d'ateliers et d'accompagnement mis en place à disposition des demandeurs pour être évalués. Et juste en complément, au niveau des partenaires dont vous me demandiez, il y a également bien sûr la région Occitanie et l'UIMM qui ont fortement participé à une étude avec leur observatoire des métiers sur cette transition collective en lien avec l'aéronautique et les métiers de la technique. Merci. Je complète. Complément, bien sûr. Je complète et je finis. Effectivement, j'avais parlé des maisons d'orientation, mais il y a 2 maisons d'orientation à Toulouse, à Montpellier, qui ont justement vocation à orienter avec des actions qui s'appellent les images métiers. C'est-à-dire qu'on va passer une demi-journée à découvrir les métiers, les organismes de formation, mais aussi des entreprises qui viennent pitcher sur leur métier. Donc là, voilà, on a quand même une vision un peu globale des métiers du numérique. Et ensuite, j'ai parlé des formations plutôt qualifiantes, effectivement, à Bac+2 jusqu'à Bac+5, mais il y a des programmes de préqualification dans un programme qui s'appelle Projet Pro Numérique, qui permet sur 2 ou 3 mois, j'ai pas la durée, mais Pôle emploi peut-être complétera mes propos, de découvrir plusieurs métiers du numérique. Justement, c'est l'objectif, préqualification, et ensuite je choisis et je continue ma formation en qualification vers le métier que j'ai choisi. Ok, parfait. Donc effectivement, oui, pour répondre à cette question, vous avez tout un panel de choix et n'hésitez pas à faire des tests et à vous renseigner plus en profondeur sur 1 ou 2 ou 3 métiers afin d'être serein quand vous allez vous lancer. Si il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, nous on continue notre présentation, mais voilà, les questions sont ouvertes. Je voudrais passer la parole peut-être à Marc pour des questions qui sont propres à la reconversion, avec l'importance de ce qu'on appelle les soft skills, avec l'intérêt d'avoir des profils qui sont en reconversion. C'est peut-être que justement ce savoir-être vient à la même hauteur que le savoir-faire qui était si privilégié à l'époque. Aujourd'hui, on arrive avec un mix et on se rend compte que finalement les talents, c'est aussi des gens qui viennent de tout horizon et qui vont apporter ce qu'on a appelé les soft skills très intéressants pour les futurs employeurs. Alors les soft skills, c'est évidemment primordial, on va dire, dans n'importe quelle entreprise, parce que comme son nom l'indique, l'entreprise, et ça c'est pas spécifique à la tech en fait, on est entre gens, donc savoir collaborer, savoir travailler en groupe. La particularité des entreprises de la tech, c'est d'abord que c'est souvent quand même des petites entités, donc on n'a pas du tout le niveau généralement d'organisation qu'on peut trouver dans des sociétés un peu plus structurées. Et quand on regarde justement souvent les échecs de recrutement, on s'aperçoit que c'est rarement sur les compétences métiers finalement qu'on échoue, c'est sur l'adaptabilité à l'environnement qui reste très spécifique, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le long terme et dans le très court terme, dans les entreprises et notamment les startups. Et ça, on voit que par moments, c'est compliqué pour des gens qui viennent d'entreprises qui ont généralement un peu plus de temps ou qui inscrivent des projets dans un temps beaucoup plus long. Une des particularités, je pense, de la tech, c'est que pour beaucoup d'entreprises, certes, on a un point d'arrivée, mais on a un quotidien et on écrit en fait la page tous les jours. Et ça, on s'aperçoit que c'est pas forcément toujours facile à vivre et que c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup en recrutement. Alors là, je parle aussi au titre de Brico Privé, je suis cofondateur de Brico Privé, et on s'aperçoit que beaucoup d'échecs sont arrivés par ce biais-là, c'est-à-dire
des gens qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'une vision à très long terme. Sauf que quand on démarre une entreprise, en fait, on ne l'a pas. Et on veut bien la donner, mais en fait, c'est toujours assez compliqué. Et on est obligé en permanence de s'adapter. Voilà, donc on est très flexible, mais il faut aussi avoir des gens en face de nous qui sont capables d'intégrer cette forme d'instabilité, en fait, qui appartient vraiment à ce type d'entreprise. Ça, c'est un point essentiel. Après, je pense que la deuxième caractéristique qu'on cherche beaucoup, je pense, dans la tech, c'est ce côté owner, ce qu'on appelle, où en fait, chaque personne a l'entreprise entre ses mains, ou l'avenir de l'entreprise entre ses mains, et cette perception qu'elle n'est pas un petit morceau. Et en fait, parce que souvent, et nous, on fait souvent des réunions pour rappeler ça à l'ensemble de nos salariés, mais c'est l'entreprise n'existe pas, il n'y a pas une superpuissance au-dessus de nous qui décide de tout. En fait, l'entreprise, ça n'est qu'une somme d'individualité. Et quand on revient dans les entreprises de la tech, et une fois encore, c'est en dehors de la tech, c'est aussi parce que c'est une entreprise de plus petite taille. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Et on cherche des gens qui ont cette volonté-là d'être... Et nous, on dit souvent, fait, c'est mieux que parfait. Et c'est vrai que plus on grossit, et plus finalement, généralement, le parfait, c'est mieux que fait, parce qu'on a du temps, parce qu'on on s'inscrit dans une qualité, et puis la non-qualité coûte très cher quand on est dans des grosses organisations, alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Je pense que les entreprises de la tech, c'est fait, c'est mieux que parfait. Il faut avancer tous les jours, et puis c'est pas grave, on corrigera, mais on a fait. Et donc, on cherche des gens, et ça, dans les compétences, des gens qui sont dans cette logique-là, c'est-à-dire de dire, j'accepte de faire, et puis de faire un peu mieux demain, mais aujourd'hui, j'ai fait. Peut-être Laetitia, si vous voulez compléter justement sur ces compétences avec ce qu'on appelle la recherche de l'absolu et d'un nouveau terme qui s'appelle l'apprenance, avec des candidats qui justement seraient capables de s'adapter et d'être toujours sur ce type de formation continue. Complètement. Nous, dans notre organisme de formation, c'est vrai que les soft skills, on met énormément l'accent dessus, justement pour derrière toujours être adaptable et s'adapter aux besoins du marché. Mais les soft skills, ça va être quelque chose d'hyper important. Par exemple, un développeur web, c'est chouette s'il sait coder, s'il a de la technique et qu'il est bon. Donc ça, c'est top. Mais par contre, on va aussi lui demander d'être capable de discuter avec son équipe, de discuter avec un product owner, on en parlait tout à l'heure, et de bien documenter aussi son code, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est super important. Et par exemple aussi de faire des présentations de son travail, d'être capable de travailler en équipe. C'est pour ça qu'on les fait travailler en groupe. C'est des soft skills qui aujourd'hui sont vraiment primordiales dans les entreprises et qui permettent toujours de continuer à s'adapter au marché. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais redonner la parole à Corinne sur des sujets peut-être de comment être sûr qu'en termes de recherche et de lancement dans sa reconversion, on aboutisse à la fin à effectivement des emplois et que notre profil corresponde aux offres qui sont ouvertes en ce moment sur le marché. Oui, en fait, il y a une logique quand même de corrélation entre la demande et le besoin, c'est-à-dire que les entreprises ont des besoins qu'elles affichent sur les job boards principalement, ou elles approchent aussi beaucoup directement des candidats via les réseaux sociaux ou d'autres supports, mais en tout cas, la partie la plus visible du marché se traduit quand même au travers des offres d'emploi. Donc, il faut aussi utiliser les offres pour valider la réalité sur un territoire des besoins des entreprises. Ça permet d'en découvrir toujours des nouvelles, de voir comment effectivement justement les soft skills sont verbalisés par l'entreprise, ce qui revient très régulièrement sur des typologies de postes, quand on fait des catégories de métiers, de voir les soft skills qui reviennent régulièrement, de voir du coup le niveau ou le parcours professionnel qui va être requis. Donc il faut utiliser ces outils aussi pour peaufiner, avoir une vision du marché la plus réelle possible. Voilà, et la partie la plus visible et la plus accessible pour vous, c'est celle qui est sur les job boards via les offres d'emploi. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à prendre l'appui d'un conseiller. Donc, je parlais du conseil en évolution professionnelle. Donc, parler du bilan de compétences. Donc, ce sont deux dispositifs qui coexistent aujourd'hui, donc qui sont avec un cadre légal différent. Donc, on va dire que le conseil en évolution professionnelle est un peu l'antichambre du bilan de compétences parce que c'est un dispositif que j'invite à utiliser en amont pour vraiment valider, poser une problématique et voir si le bilan de compétences peut aider. Mais en corrélation des recherches personnelles que vous pouvez faire vous pour avoir aussi regardé un petit peu les enquêtes marché, regarder un petit peu finalement les études, donc
il y en a sur différents supports. Donc, il y a les enquêtes, vous en avez sur le site de l'APEC pour les métiers cadres, il y en a sur le site de Pôle emploi. Vous avez également les référentiels métiers sur le site du Carrefour. Enfin, voilà, il y a tout un tas de ressources d'information. Vraiment, c'est important de toujours avoir une réflexion en corrélation avec la réalité d'un bassin d'emploi et un territoire géographique, parce qu'on a un territoire qui est un territoire du numérique. On a effectivement une forte pression sur ces métiers en Occitanie, même un peu au-delà finalement de ce qui se passe sur le territoire national. Donc, mais tous les métiers n'existent pas encore aujourd'hui. Voilà, on en parle, des métiers du futur. Donc il faut toujours être conscient de, une fois sorti d'un parcours qui est engageant, quand on se reconvertit, qui est long, qui engage financièrement, personnellement. Qu'est-ce que je vais avoir au bout? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc vraiment toujours être en corrélation avec la réalité du marché. Oui, je vous laisse Je voulais rebondir sur le volet job board, effectivement. On cite toujours plein de solutions, plein de sites pour aller faire ces démarches. Je voulais citer une plateforme qui s'appelle Digital Skills. Donc digitalskills.fr, qui a un job board qui aujourd'hui est riche, si je ne m'abuse, de 1900 offres, dans la mesure où il agrège les offres de plusieurs communautés, celle de la mêlée par exemple, ou de l'IoT, mais aussi grâce à Pôle emploi, on a intégré l'API offre de Pôle emploi qui nous a permis, effectivement, on compile en fait sur cette plateforme. On se dit, justement par rapport à ce que disait Corinne, si on va voir ces offres, c'est les offres actuelles du marché, et justement, on peut les trier ensuite, voyons, qu'est-ce qu'il y aurait en termes de métiers, de développeurs, etc. Quelles sont les entreprises qui recrutent en ce moment, et qu'est-ce qu'il y a dans leur offre en termes, effectivement, de compétences, etc. Donc j'incite à aller sur ce job board. Merci beaucoup. Notre volet qu'on voulait ouvrir, c'était les gros changements en termes de mode de vie qu'ont ouvert le télétravail. Donc, je vais redonner la parole à Xavier, parce que on s'aperçoit que ça peut élargir les viviers, le fait de pouvoir avoir des zones géographiques qui sont plus larges, mais il y a aussi d'autres contraintes de bien préparer des métiers qui étaient plus techniques, comment savoir travailler à distance et comment être prêt pour ce nouveau mode de fonctionnement. Ben oui, en effet, le télétravail, c'est un mode de fonctionnement qui est particulièrement représenté dans la tech, et encore plus depuis la crise sanitaire, où il y a eu un certain nombre d'habitudes qui ont été prises et un mode de fonctionnement de travail distanciel qui est né dans le sein des différentes équipes projets. Maintenant, des agents qui sont en reconversion, en tout cas pour chez nous, chez SNCF, il y en a certains qui n'ont jamais fait de télétravail. Des agents qui sont à bord des trains ou des personnes qui font de la maintenance sur les voies ne font pas de télétravail. Et donc, ces candidats-là, qui peuvent être intéressés pour faire des reconversions vers le numérique, il faut pouvoir les accompagner pour évaluer leurs capacités et leur monter à bord d'un dispositif avec du télétravail. Et ma conviction, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible. Je vous ai parlé au titre de solidarité numérique qu'on avait une phase de sélection et un programme de formation pour nos collaborateurs et collaboratrices. Et donc je pense qu'il faut, dès la phase de formation, faire en sorte d'avoir des périodes en distanciel de façon à pouvoir évaluer la capacité des candidats à fonctionner par la suite en télétravail, pouvoir les accompagner du coup sur ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc ça, c'est un point majeur. Et puis en effet, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler à distance, pas forcément à proximité des sites numériques par défaut où nous sommes implantés, ça ouvre la porte en fait à des candidatures qui ne se seraient pas naturellement présentées à ces programmes de reconversion, et donc du coup d'avoir un ancrage territorial plus fort que les bassins d'emploi sur lesquels aujourd'hui nous avons des experts en numérique. Merci beaucoup. Autre sujet, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais redonner la parole à Magali sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il y a aussi ce thème-là sur le programme de la mêlée. Est-ce que dans la reconversion, est-ce que dans votre quotidien, vous avez des exemples à nous donner de comment on mobilise les femmes et où on en est dans la présence des femmes dans la reconversion des métiers du numérique? Oui, tout à fait. La féminisation des équipes, on l'a dans quasiment tous les secteurs d'activité, essentiellement beaucoup dans l'industrie où les entreprises sont très très friandes des profils féminins, malheureusement encore très très peu nombreux, surtout sur les métiers de la production et aussi sur les métiers qu'on appelle support, dont font partie les métiers du numérique. Donc on a beaucoup d'actions et d'événements dans le cadre de nos actions mensuelles qui sont
qui sont mis en place au sein des agences sur des groupes 100% féminins. Hein, c'est la discrimination positive, mais on essaie de faire effectivement des actions push sur les profils féminins pour les métiers alors du numérique, mais aussi de l'industrie. Encore, donc, comme je le disais, très très peu nombreuses. Donc là, pour un petit exemple, donc on va essayer de créer d'ici la fin de l'année un groupe 100% féminin sur de la peinture industrielle. Qui est en très très forte demande actuellement sur la partie aéronautique. Donc de pouvoir effectivement proposer aux femmes en priorité de la formation et de la montée en compétences sur ces métiers. Sur la partie numérique, on a également donc, des actions d'accompagnement avec des groupes de formation, avec beaucoup de SS2I qui effectivement vont prioriser des parcours pour les profils féminins. Donc oui, bien sûr, on a une forte demande et les portes grandes ouvertes sur les profils féminins. Là, pour notre cas, effectivement, dans le cas de Passerelle Aéronautique, où on prône beaucoup via des vidéos, des témoignages de femmes qui ont eu une reconversion positive vers les métiers d'industrie, qui venaient pas du tout auparavant du secteur sur des métiers un peu plus administratifs, un peu plus... avec des compétences plutôt informatiques et qui ont voulu s'orienter vers des métiers un peu plus sur le terrain. Et donc, du coup, Pôle emploi, effectivement, les a accompagnés et les a mis en relation avec des entreprises qui avaient émis le souhait de vraiment prioriser l'entrée des femmes dans leurs équipes. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure ces débats qu'on a eus, je vais redonner la parole à Madame Sora sur les événements qui arrivent et qui sont dans les jours et les semaines qui viennent là, pour que justement, si vous avez envie de continuer à creuser, de venir vous questionner, de rencontrer de nouveau tous ces acteurs, est-ce qu'on a un petit journal d'actu des semaines qui viennent ? Alors, la grosse actu, clairement, c'est le salon TAF la semaine prochaine. Donc là, on est vraiment dans un timing. C'est mercredi, jeudi prochain, au Meet à Auxonne, avec, comme je le disais, un village numérique. Il y a des villages thématiques, salon organisé par la région et Pôle emploi, avec un village thématique. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'organisme de formation qui va bien ou les infos sur les métiers qui vont bien dans tout le salon. C'est grand le Meet. On a un village thématique. On a choisi de le faire sur le numérique. Donc ça veut dire que sur un seul espace, on va trouver effectivement les organismes de formation, mais aussi toutes les infos métiers, mais aussi une démonstration de la plateforme Digital Skills dont je parlais tout à l'heure. Voilà, une petite communauté du numérique. Ensuite, il y a une conférence de mémoire le mardi après-midi vers 14h30 sur justement les métiers du numérique, avec une intervention de la directrice régionale du Syntec numérique et aussi de l'OPCO, Atlas, puisqu'on a parlé effectivement du volet formation des salariés, mais il faut aussi se souvenir que l'OPCO, c'est tous les contrats d'alternance. Donc voilà, il va y avoir une intervention sur cette table ronde. Et ensuite, un volet géré par Pôle emploi sur ce salon, des entreprises qui recrutent. Alors, je ne saurais pas vous dire combien recrutent dans le numérique, mais il n'empêche, il y a un certain nombre d'entreprises sur le salon TAF de Toulouse. Donc, il y a tout ce volet-là sur un même salon. C'est le genre d'événement où on a toute l'information groupée et en plus, c'est la semaine prochaine. Juste un complément oui, voilà, oui. Pour les entreprises présentes au TAF, donc Travail à venir formation, c'est un salon multisectoriel effectivement qui a lieu la semaine prochaine au Meet. Donc il faut savoir que donc Pôle emploi s'est occupé effectivement d'inviter les entreprises. On a plus de 350 entreprises qui sont invitées donc sur ce salon, donc multisectoriel, dont bien sûr du numérique qui sont aux alentours d'une centaine d'entreprises, donc très très nombreuses, et qui sont réparties donc effectivement par pôle. Vous n'aurez pas à aller chercher dans tout le salon où elles sont. Donc effectivement, toutes les entreprises seront réparties par pôle d'expertise. Donc bien sûr l'industrie, donc il y a également la restauration, il y a la logistique, le transport, vraiment tous les secteurs. Donc vraiment, on vous invite effectivement à venir. Donc c'est gratuit effectivement pour les demandeurs d'emploi, pour les exposants, donc au parc des expositions qui est tout neuf. Voilà, on a hâte de pouvoir enfin aller sur ce TAF qui a été par 2 fois annulé en raison des conditions sanitaires. Donc vraiment, on vous invite à venir donc pour rencontrer les entreprises. Pensez à vos CV, bien sûr.
Donc également, juste en complément par rapport au métier de la tech et aussi des industries plutôt sur des profils cadres ingénieurs, on a également le salon Sienne qui aura lieu du 19 au 21 octobre, également au MIT à Toulouse, où là, on est vraiment plus sur des profils tech, où il y aura beaucoup d'entreprises en lien donc avec le secteur de l'ingénierie, du numérique et de l'industrie, donc qui a lieu donc du 19 au 21 octobre. Voilà, donc allez sur le site internet parce qu'il faut que vous éditiez votre badge visiteur. Voilà, mais en tous les cas, vraiment, il y aura des entreprises de type société de services et aussi numérique qui seront là pour vous rencontrer et pourquoi pas créer des opportunités d'emploi. Voilà, merci. Merci beaucoup pour tous vos témoignages et ces éclairages apportés ce matin. Je pense qu'en termes de conclusion, on voit tout le panel qui est ouvert aujourd'hui et qui est mis à disposition pour que cette reconversion soit vraiment au cœur de toutes les créations de profils de postes dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner sur les salons. On a vu aussi des profils divers entre demandeurs d'emploi ou salariés avec des possibilités de créer des startups ou de rejoindre des associés. En conclusion aussi, on voulait vous faire part de l'actualité qui, je crois que les chiffres disent qu'il y a entre 60 et 80% des métiers de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on voit qu'on n'a pas fini d'utiliser la reconversion, notamment dans le monde du tech, pour justement pouvoir s'adapter, changer. Le travail linéaire qu'on connaissait maintenant il y a longtemps va sûrement disparaître pour arriver plutôt sur des dynamiques de changement de poste et d'adaptabilité. On parle par exemple des métiers comme les éthiciens dans le milieu de l'intelligence artificielle ou des négociateurs de rançon. Enfin voilà, il y en aura pour tous les goûts. Donc renseignez-vous maintenant. Merci à tous nos partenaires de se préparer dès maintenant pour ces grandes vagues de reconversion qui sont à portée de tous et qui vont exploser dans les années qui viennent. Un grand merci à la Mêlée d'avoir permis d'organiser cet événement et d'avoir surtout regroupé l'ensemble des intervenants ici aujourd'hui qui ont permis de parler de tous ces sujets. Donc voilà, on reste à disposition si jamais vous avez des questions et encore un grand merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à vous.